Alors, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. En ce 9 avril, ce soir, nous avons une web radio encore très pertinente, vu la saison aussi, puisqu'on va parler des locataires en copropriété. Donc, les locataires en copropriété, souvent, plusieurs ententes se déroulent maintenant pour débuter prochainement. Mon nom est Valérie Couture, je suis l'animatrice de la web radio. Et ce soir, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir Catherine Pépin, qui est une amie, qui est une gestionnaire, qui est aussi associée et directrice de l'équipe de gestion chez HPDG. Allô, Catherine? Bonjour Valérie. Alors, Catherine est avec nous. On a Catherine et Maître Laflamme Leblond se connaissent aussi beaucoup dans plusieurs dossiers. Donc, Maître Maxime Leblond, lui, je suis obligée, Laflamme Leblond, je suis obligée de regarder mon texte pour être sûre de bien pouvoir décrire l'expertise de Maxime. Donc, Maître Laflamme Leblond, en fait, a terminé son barreau en 2016. Il est maintenant associé chez LJT, spécialisé en grande majorité en copropriété. Maxime, vous me corrigez si je dis des faussetés. Et on a aussi un auteur la relève au niveau de l'écriture, de doctrine en copropriété qu'on espère qu'il va continuer. Donc, Maître Laflamme Leblond a été auteur, co-auteur d'articles, plus qu'une dizaine d'articles, et de un livre en copropriété. Donc, un des derniers articles qu'il a écrit, c'est au niveau de ses pairs au barreau, à la séance annuelle du barreau 2024. Justement, cet article est le statut juridique du locataire et de l'occupant en copropriété. Donc, là, j'ai décrit Maître Laflamme Leblond. Merci à ta firme, Catherine, pour être le commanditaire de la soirée HPDG. Je tiens à signaler qu'HPDG sont dans la gestion, sont dans l'évaluation, sont dans les services professionnels au niveau des plans de gestion de l'actif. Donc, vous pouvez les contacter et aussi l'unité de référence si les syndicats ne l'auraient pas ou est à modifier ou quoi que ce soit. Donc, vous avez des services complémentaires aussi là. Merci à notre partenaire, le RGCQ, pour les copropriétaires et les administrateurs. C'est un abonnement à prendre sans hésitation pour avoir de l'aide, des réponses à vos questions sur la ligne Infogestion et tout. Donc, on va débuter la soirée et je lancerai immédiatement le ballon à Maître Laflamme Leblond, puisque je pense qu'afin qu'on comprenne bien euh, les rôles de tous et chacun, est-ce que vous pourriez nous parler du rôle du copropriétaire, qu'on connaît un peu plus, mais aussi le rôle du locataire et un autre qui a un rôle, c'est un occupant dans l'immeuble. Donc, Maître Laflamme Leblond, je vous laisse le plaisir de débuter avec un petit peu de théorique là-dessus. Avec une question très chargée. Oui, Écoutez, il faut comprendre qu'en copropriété, généralement, les acteurs principaux qu'on aura, ce sont évidemment le syndicat des copropriétaires, donc la personne morale qui représente la collectivité des copropriétaires, et justement les copropriétaires, donc les individus qui possèdent une fraction de l'immeuble, donc une fraction composée généralement d'un appartement, partie privative, d'une quote-part des parties communes. Le copropriétaire et le syndicat sont ensemble unis, si vous voulez, ou reliés dans un régime contractuel qui est gouverné par une déclaration de copropriété. Donc, ils ont une relation qui découle de la loi, mais aussi une relation qui découle d'un document, d'un acte qui s'appelle la déclaration de copropriété, que l'Assemblée des copropriétaires peut modifier de temps à autre au fil des années, par exemple en modifiant des règlements, en adoptant de nouveaux règlements, en modifiant l'acte constitutif, en adoptant des clauses pénales et ainsi de suite. Donc, on a une relation qui est très bilatérale entre les copropriétaires d'un côté et le syndicat de l'autre, le syndicat étant lui-même animé ou gouverné par un conseil d'administration. Et là, on a un troisième joueur, des fois, qui apparaît, qui est le locataire. Puis le locataire occupe une position un peu particulière en contexte de copropriété parce que le locataire, c'est le voisin que vous allez voir dans les corridors, mais pas aux assemblées. C'est quelqu'un qui est en principe tenu de respecter les règles de vivre ensemble, mais qui n'est pas notifié nécessairement par le syndicat ou qui ne participe pas à la prise de décision lorsque vient le temps de les élaborer. C'est quelqu'un qui occupe physiquement les lieux sans qu'il n'ait un titre de propriété sur les lieux. Parce que son occupation, le locataire, tire sa source d'un document contractuel qui est purement privé, qui s'appelle un bail, donc un contrat de location,
qui intervient entre un copropriétaire, une personne qui possède et qui est propriétaire d'un appartement donné au sein de l'immeuble, et qui décide, par acte privé, de dire je vous concède, Catherine Pépin, le droit d'occupation, d'utilisation et de jouissance de mon appartement, en contrepartie duquel vous allez me dédommager ou me payer une certaine somme que je vais recevoir à titre de loyer. Donc, le locataire, c'est comme un peu, je ne vais pas dire un intrus dans la copropriété, mais c'est quelqu'un d'externe. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie directement de l'espèce de relation dualiste qu'on a entre les copropriétaires et le syndicat. Et c'est souvent un peu un cas d'un, pour reprendre une image peut-être un peu enfantine, c'est le bloc carré qui ne rentre pas tout à fait dans le trou rond. C'est un personnage qui est là, mais qui doit sa présence à une volonté unique d'un des membres de la copropriété. Et souvent, on se questionne à savoir, au sein des copropriétés, comment est-ce qu'il se positionne par rapport aux autres copropriétaires, comment est-ce que le syndicat doit interagir avec lui, c'est quoi ses obligations, ses responsabilités, et ainsi de suite. Merci. Maître Laflamme, l'occupant, lui. L'occupant, c'est une autre catégorie encore plus étrange, qui est récemment reconnue en fait par le Code civil, parce que pendant bien des années, on ne le mentionnait pas. C'est-à-dire que là où le copropriétaire est celui qui a un titre de propriété sur une fraction, le locataire a un droit de jouissance sur une fraction qui lui est accordée par un contrat, donc un bail avec le copropriétaire. L'occupant, c'est celui qui occupe les lieux sans avoir de titre de propriété et sans avoir non plus de titre contractuel, pour ainsi dire, qui lui permet d'occuper les lieux. L'occupant, pour donner un exemple bête, c'est que si, par exemple, j'achète une fraction de copropriété avec mon frère, mais qu'il y a juste moi qui est sur l'acte de vente, mais que j'y demeure avec mon frère, techniquement, mon frère serait un occupant. C'est quelqu'un qui occupe les lieux sans avoir de titre de propriété sur les lieux. Et dans mon exemple, je n'ai pas donné de bail à mon frère. Mon frère est là pour le plaisir de l'héberger avec moi ou par des ententes privées, mais il n'y a pas de bail comme tel. Ça peut être parfois ce qu'on appelle dans le jargon un coloc, qui est approché avec quand même un peu de prudence, parce que l'utilisation courante du terme colocataire peut porter à croire que si quelqu'un dit telle personne est mon coloc ou ma coloc, laisse sous-entendre que les deux noms sont sur le bail, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Souvent, dans des relations de colocation, il va y avoir une personne sur le bail et une série d'autres occupants, que ce soit un occupant, deux occupants, trois occupants, qui, eux, ont des ententes plus privées avec le locataire pour rembourser, par exemple, leur portion du loyer ou une contribution quelconque au bail. Donc, un occupant, c'est n'importe qui est sur les lieux, mais qui n'est pas propriétaire des lieux, mais qui n'est pas non plus le signataire d'un bail pour les lieux. Donc, ça peut être un conjoint, une Conjoint. conjointe, ça peut être à la limite un enfant. Ça peut être un parent, un grand-parent, un frère, une sœur qu'on héberge. Oui. Ça peut être un squatteur, sait-on jamais. Donc, on a. Non, mais ça arrive. Oui, Donc, c'est absolument. n'importe qui n'est pas un copropriétaire et qui n'est pas un locataire. Merci, c'est très éclairant. Surtout, le locataire, je pense que les jeunes entendent un petit peu plus parler, mais on ne pense pas souvent que parce qu'on a un couple qui sont ensemble depuis 25 ans, mais que l'unité est au nom de madame, mais les gens ne réalisent pas, mais l'occupant a une place à part. Merci, Maître Laflamme Leblond. Catherine, comment on gère ça en copropriété si on est gestionnaire et aussi administrateur, si tu peux aider nos administrateurs qui nous écoutent? L'important, peut-être, maître Laflamme Leblond, m'éclairer si, ou me corriger si je suis pas, si on n'est pas sur la même ligne. L'important, Valérie, c'est vraiment qu'on possède les documents qui peuvent identifier le locataire. Ce soir, on parle du locataire. L'occupant, Oui. vous avez effleuré la question, maître, mais pour le locataire, le bail. Si vous me permettez, je pense que exiger l'obtention du bail et le mettre au registre de la copropriété, c'est essentiel. Et évidemment, d'en faire le suivi annuel, étant donné que c'est des baux qui sont annuels. Et aussi, peut-être, maître, vous allez en parler un peu plus loin dans votre présentation, mais de l'importance d'avoir une preuve d'assurance de votre locataire lors de la signature du bail. C'est essentiel pour la gestion de votre immeuble. Euh, Est-ce que je me trompe, Valérie? Non, pas du tout, pas du Parfait. tout. Donc, J'ajouterais peut-être juste une note sur l'assurance. La plupart des assurances locataires
couvre évidemment les meubles du locataire, ses biens, tout ça. Dans l'absolu, en tant que syndicat, que le locataire ait couvert ses meubles, ça ne vous Ça nous concerne pas. dérange Ce qui est important, c'est qu'il y a une assurance responsabilité civile. C'est ça souvent l'élément qui manque. Et on va peut-être probablement en parler plus tard ce soir, mais qui utilise et occupe une unité de condo peut être à la source d'un sinistre. Et souvent, ça peut être très complexe quand c'est un locataire qui est la source. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir les preuves d'assurance responsabilité civile des locataires. Vous suggérez un montant de combien, maître? Oui, c'était ma question, exact. Honnêtement, je vous dirais que dans le doute, le montant que le législateur a jugé bon pour les copropriétaires est bon aussi pour les locataires, que ce soit 1 million ou 2 millions, dépendamment dépendamment de la taille de la copropriété, là. Comme on sait, pour les copropriétaires, le règlement du gouvernement en matière d'assurance exige que les copropriétaires aient une assurance responsabilité civile d'au moins de mémoire 2 millions de dollars s'il y a 13 fractions résidentielles et moins, et de Exact. 2 millions de dollars si c'est 13 fractions résidentielles et plus. En pratique, de ce qu'on me dit, la différence en termes de coût entre une police couvrant 1 million ou 2 millions est à peu près insignifiante, là. Donc, dans le doute, astreindre tout le monde aux mêmes règles, ça va aussi éviter, si on en demande moins aux locataires qu'aux copropriétaires, ça peut susciter des questions et vice-versa. Donc, un 2 millions ou un 1 million, c'est pas mal de classique, je vous dirais. Si je pouvais peut-être, si je peux faire une suggestion pour nos administrateurs en ligne ce soir, c'est évidemment de prendre le temps d'informer le copropriétaire sur ses responsabilités face à ses locataires. S'il vous plaît, prenez le temps d'informer vos copropriétaires de... Informez-les que c'est important que leurs locataires lisent la déclaration de copropriété, au moins les règlements de l'immeuble pour qu'il soit évidemment que tout le monde, tous les occupants de l'immeuble, tous les gens qui y habitent respectent la même réglementation. Très important. Tout à fait. Et là-dessus, Catherine, corrige-moi si j'ai tort, mais il y a dans les baux maintenant une section qui est assez petite, mais qui demande les initiales ou la signature du locataire, comme quoi il a bien reçu ou que le copropriétaire a bien remis les règlements de la deuxième partie, tous les règlements de l'immeuble pour être certain qu'il ne peut pas dire qu'il ne le sait pas. Mais dans le doute, Catherine, on demande à nos administrateurs de les envoyer tout de même pour être sûr. Dans certains immeubles où la concentration de locataires est très élevée, les membres du conseil d'administration ont fait une certaine charte à fournir aux locataires, simplement pour les inclure dans la vie communautaire de l'immeuble. Euh, c'est sûr, ce n'est pas des règlements additionnels pour les locataires, on s'entend sur le sujet, mais euh, c'est une approche un peu différente des règlements. Donc, une charte ou rencontrer les locataires, des fois, ça vaut la peine de discuter avec eux simplement pour s'aviser, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur le type de logement qu'ils habitent. Un logement versus une unité de copropriété, ce n'est pas la même chose. Aussi, au point de vue, on parlait de la gestion, Valérie, au point de vue Oui, pour les administrateurs, euh, là, c'est juste mon interprétation à moi, mais vous on êtes verra ce que Maître Laflamme, le blond en parle. mais les Très bien. administrateurs en ligne, vous n'avez pas à servir le locataire comme s'il était copropriétaire. Donc, c'est bien important de faire la distinction entre qui est membre de la copropriété, qui est le propriétaire de l'unité. Le locataire reste un contractuel avec votre copropriétaire. C'est tout à fait exact. C'est souvent d'ailleurs la problématique qu'on rencontre en pratique parce que il y a beaucoup d'unités qui sont louées par des copropriétaires qui sont plus ou moins investis au sein de la copropriété. Oui, Et souvent à tort ou par mauvaise représentation, les locataires vont avoir l'impression, par exemple, que la gestion de l'immeuble ou l'administration est quelque chose dont ils bénéficient ou qui est leur propre point de contact s'ils ont des difficultés, alors que ce n'est pas le cas. Donc, faut souvent être bien clair avec les locataires que s'ils ont un problème, leur seul lien contractuel direct qu'ils ont, en fait, le seul lien contractuel point qu'ils ont, n'est pas avec le gestionnaire, n'est pas avec le syndicat, n'est pas avec le conseil d'administration, mais avec leur locataire qui, lui, ensuite, en tant que copropriétaire, a un lien avec le reste des acteurs. On dit souvent à nos clients que le gestionnaire est là pour servir le syndicat comme personne morale,
mais non pas chacun des copropriétaires individuellement. Et c'est encore plus vrai quand on parle des locataires qui ne sont même pas des membres à part entière de la collectivité des copropriétaires qui est représentée par le syndicat. Ce sont des tiers. Donc, s'il y a un problème qui affecte le locataire, la première enseigne à laquelle il doit se rendre, c'est son locataire, auquel il revient ensuite de faire les suivis nécessaires, le cas échéant, avec le syndicat, avec la gestion, et ainsi de suite. Catherine mentionnait un point intéressant sur lequel j'aimerais revenir, c'est la question de la remise des règlements. Valérie, vous avez mentionné le formulaire de bail. Le formulaire de bail de la Régie du logement, qui normalement devrait être signé dès qu'on parle d'un appartement qui est loué. Évidemment, on parlera probablement moins ce soir des espaces commerciaux loués, même si on pourrait, là, c'est moins fréquent un peu. Mais le bail de logement prévoit effectivement, sur la première page, à la section B, une case indiquant que le locataire doit cocher si l'immeuble est en copropriété divise. Et à la section E, il y a une section qui demande, pour les copropriétés divises, d'indiquer à quelle date le règlement de l'immeuble a été remis au locataire et de le signer. Et ça, c'est requis étant donné que l'article 1057 du Code civil du Québec prévoit que le règlement de l'immeuble est opposable au locataire à compter du moment où il l'est remis. Mais il y a comme un problème avec ça qui cause quand même beaucoup de soucis aux copropriétés, c'est que le bail prévoit, donc le bail qui intervient uniquement entre le locataire et le locataire, prévoit une section où on doit mettre nos initiales et dater la date à laquelle le locataire a reçu le règlement. La loi nous dit que le règlement est opposable au locataire dès qu'on lui en remet copie, mais ni le bail ni la loi ne prévoient que le locataire doit ensuite donner la preuve au syndicat qu'il s'est acquitté de son obligation. Donc, souvent, dans les immeubles, surtout de plus grande taille, il y a plusieurs locations. Ça peut être très difficile pour le syndicat, peut-être son conseil d'administration, de valider que M. Jean Tremblay, locataire de l'unité 1, a non seulement reçu le règlement de l'immeuble, mais tout le règlement de l'immeuble et le règlement de l'immeuble à jour. Un exemple, si votre copropriété date du début des années 2000, si votre copropriétaire locataire ne fait que remettre, par exemple, les pages pertinentes de la déclaration de copropriété qu'il a reçue quand il l'a acheté, il est fort probable qu'il y ait des articles de ce règlement-là qui a été modifié, qui a été ajouté, qui a été bonifié au fil des ans. Donc, non seulement on ne peut pas s'assurer en tant que syndicat, sur la seule base des dispositions de la loi, que le locataire a effectivement reçu le règlement ou un règlement, on ne peut même pas assurer qu'il a reçu le bon règlement. Donc, c'est pour ça que c'est souvent pertinent et que c'est souvent recommandé d'inclure à la déclaration de copropriété ou dans le règlement de l'immeuble une obligation pour le locataire de fournir des preuves qu'il s'est acquitté de son obligation et de fournir une copie du bail. C'est des questions qui sont d'ailleurs un peu controversées parce que la légalité d'une clause qui force à remettre le bail est parfois challengée devant les tribunaux, devant le TAL, mais ça demeure quand même une bonne pratique. C'est important de savoir qui occupe les lieux, quelles sont ses coordonnées, le cas échéant, si effectivement il a reconnu avoir reçu un exemplaire du règlement, et ainsi de suite. Et généralement, plus l'immeuble est grand, plus ça va être difficile de faire ces suivis-là, surtout quand on fait face au phénomène quand même de plus en plus fréquent de l'investisseur étranger qui est plus ou moins facile à contacter. Mais là, vous amenez un point très important, c'est que il y a une obligation du copropriétaire locataire de transmettre l'information au syndicat, mais elle dit effectivement, corrigez-moi, là, mais elle ne dit pas effectivement qu'on doit recevoir une copie du bail comme administrateur du syndicat. Exact. En fait, pour être très exact, ce que la loi prévoit, c'est que le registre de la copropriété doit tenir un registre qui contient le nom et l'adresse postale de chaque copropriétaire, mais dans les faits, on ne fait pas mention nulle part au chapitre du Code civil sur la copropriété divise d'une obligation du locataire de remettre une copie du bail au syndicat. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de syndicats qui n'ont pas copie des baux. Par contre, maître, dans les règlements, ça peut être indiqué ou dans la déclaration de copropriété. Oui, comme je vous dis, c'est un peu controversé comme question, mais ça n'a jamais été déclaré illégal ou non permis par la loi, par la jurisprudence, à ma connaissance. Mais souvent, c'est que ce ne sera pas prévu par défaut. C'est un ajout qu'on va souvent devoir faire. Il y a certaines déclarations plus récentes qui le prévoient, mais si on remonte à 2015 et plus vieux, c'est très, très rare que ce soit le cas. Mais un règlement qui est bien rédigé par un avocat ou un notaire en copropriété, je tiens à spécifier ce terme-là, pourrait être opportun
pour des gens qui ont une plus vieille déclaration et qui n'ont pas de clause à ce niveau-là, puis qui ont plusieurs locataires pour être sûr d'avoir les bonnes informations. Tout à fait. Puis, comme je vous dis, c'est une question qui est controversée. Il y a certains auteurs qui ont écrit sur la question en disant qu'eux ne sont pas d'accord avec la légalité d'une clause comme celle-là, notamment le maître Christine Gagnon le mentionnait dans son livre. Mais tant et aussi longtemps que la clause n'est pas attaquée, n'est pas contestée, n'est pas renversée par la Cour, en principe, elle fait partie du corpus de règles de vivre ensemble dont s'est dotée la copropriété. Et moi, personnellement, comme avocat, ma position, c'est que c'est très difficile de justifier quelque confidentialité que ce soit sur un bail. Si on a peur de divulguer, par exemple, le montant du loyer, ben, au pire, ils le caviarderont. Le montant du loyer, Absolument. ce n'est pas des affaires du syndicat, mais savoir On s'en fout. qui occupe les lieux, quelles sont ses coordonnées, est-ce qu'il a reçu une copie du règlement, c'est des données importantes à savoir parce que dans l'absolu, le syndicat qui veut s'assurer de laver plus blanc que blanc et que tous les locataires sachent exactement à quoi ils sont tenus, pourrait prendre sur lui-même de transmettre une copie intégrale du règlement de l'immeuble, de tous ses amendements à chaque locataire. Mais en tant qu'administrateur de copropriété, les gens en ont déjà beaucoup sur les épaules. Absolument. Ce serait ajouter un fardeau administratif qui est déjà, à bien des égards, un peu démesuré. Donc, il y a une distinction entre qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le meilleur des mondes et qu'est-ce que le temps de monsieur, madame, tout le monde, avec leurs emplois, leurs occupations, leurs engagements, leur permet réalistement de faire. Merci. Catherine, sur ce que Maître Laflamme-Leblond vient de dire, comment on applique ça dans ce sens-là? Parce que, effectivement, d'avoir la copie du bail puis le montant qu'il est loué, on n'a pas intérêt à ça. Mais comment on peut tenir, parce qu'on doit avoir les locataires dans le registre de la copropriété. Donc, comment tu suggères à tes clients, est-ce que c'est de faire un formulaire maison, demander de remplir certaines informations du locataire? Est-ce que c'est la mise en place d'un règlement? Parce qu'après ta réponse, je vais probablement revenir vers Maxime pour parler si ça ne va pas bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ce locataire-là. Mais Catherine, quelle suggestion tu as donné puisqu'on voudrait bien, comme administrateur, avoir cette information-là, mais si on ne nous la donne pas, on ne peut pas. Il y a ce que les locataires ont un peu de difficulté avec l'information à fournir, c'est vraiment les montants. Donc ça c'est vraiment, c'est étrange, mais c'est vraiment une donnée que les locataires désirent garder pour eux. Il y a plusieurs façons de faire. Évidemment, Valérie, s'il n'y a pas de règlement, pas d'obligation, les gens, il y a toujours des gens qui participent comme ça pour faire partie de la communauté de la bonne façon. Mais il y a beaucoup de gens qui, s'il n'y a pas de règlement, ne vont pas y penser ou encore ne vont pas considérer l'importance du document. Évidemment, un règlement bien écrit par un avocat, évidemment, ou un notaire. C'est bien important de mettre, évidemment, l'obligation de le fournir et aussi des pénalités. Souvent, malheureusement, s'il n'y a pas de conséquences à un règlement, encore une fois, les gens qui ont une bonne vie en communauté vont le faire, mais la problématique, c'est ceux pour qui les règlements sont moins importants, que s'il n'y a pas de pénalité ou pas de conséquences, c'est très difficile à faire respecter. Donc, moi, je suggérerais à tous les administrateurs de vérifier leur déclaration de copropriété, s'assurer s'il n'y a pas de règlement ou de notification à même la déclaration, de penser faire une présentation, un règlement passé en Assemblée générale pour qu'évidemment, il y ait des obligations de fournir les baux. Tout à Et à fait. ce Merci. sujet, le commentaire de Catherine sur les pénalités est intéressant parce que, comme je dis, la loi n'exige pas que le copropriétaire remette les baux. Tout ce qu'il doit faire, c'est quand il loue son appartement, il doit notifier le syndicat du nom de son locataire, de son, je pense c'est quoi, c'est le nom du locataire, la durée du bail et la date à laquelle il a remis une copie du règlement. Il n'y a pas à fournir la preuve qu'il lui a donné le règlement. Il n'y a pas à fournir même les coordonnées du locataire, donc son adresse courriel, Ça, son téléphone, c'est un rien. problème. Puis C'est un c'est problème. ça, c'est comment tu veux. Mettons qu'il y a un feu, une alarme d'incendie, un dégât d'eau. Tu n'es pas capable d'appeler la personne qui habite l'immeuble ou l'unité donnée. Exact. Ça revient cher de porte défoncée. Là. Oui, effectivement. Puis,
En plus, et des fois, c'est pour la sécurité des gens. Quand c'est important, les gens, les policiers, les pompiers nous demandent qui est à l'intérieur. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Catherine parlait de règlement, et cetera, et cetera. On n'oublie pas que, naturellement, si on fait rédiger un nouveau règlement avec une pénalité, maître, Laflamme-Leblond, comment on procède? Parce que c'est différent d'un règlement ordinaire qui est dans la deuxième partie. Ouais. En règle générale, si vous avez déjà une clause pénale prévue à votre déclaration de copropriété, ce qu'on recommande, c'est quand vous rédigez un règlement qui vise à encadrer un comportement donné, c'est de prévoir dans le règlement que la sanction applicable sera celle qui est déjà prévue à la clause pénale existante. Parce qu'à chaque fois que vous adoptez une nouvelle clause pénale, par exemple s'il n'en existait pas une, ou si vous souhaitez adopter une clause pénale pour une violation spécifique, on le voit par exemple dans les cas de Airbnb, quand on veut une sanction plus agressive que le 50 ou 100 dollars par jour qu'on voit souvent. C'est parce que dès que vous ajoutez une nouvelle clause pénale, c'est que ça vous prend à la fois une majorité rehaussée à l'Assemblée des copropriétaires, donc un vote à 75 des voix présentes et représentées, mais pour parfaire le processus et assurer que la pénalité soit valide et puisse être exercée, ça vous prend un acte notarié en minutes publié au registre foncier sur les articles 1059 et 1060. Donc, c'est quand même un processus qui peut être onéreux, plus en termes de temps qu'en termes de coût, véritablement. Là. Mais si vous avez déjà une clause pénale, vous êtes mieux d'appliquer celle qui existe déjà, sauf si vous faites face à des contraventions d'une sévérité telle qu'elle commande une pénalité plus élevée. Donc, il y a un certain processus à suivre, mais comme tel, c'est pas sorcier. C'est juste que c'est important de bien suivre les étapes parce que si on en saute une, ça peut invalider le processus et nous forcer à revenir quelques étapes en arrière un peu inutilement. Merci. Catherine, tantôt, j'ai dit on va revenir plus tard. Sans donner de détails, mais quel genre de situations qui peuvent être assez problématiques pour que le conseil d'administration soit obligé d'entamer des démarches autres que d'envoyer une petite pénalité par courriel ou quoi que ce soit. Donc, de peut-être avoir des démarches au niveau du tribunal administratif. Comment tu leur suggères de démarrer cette action-là pour prendre les démarches pour effectivement peut-être en venir à faire sortir le locataire ou à tout le moins d'essayer de faire changer son comportement. Là. Qu'est-ce que tu as de l'expérience avec ça? Vous avez des immeubles aussi en location, donc... En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas donner de pénalité directement au locataire. Donc, les pénalités sont applicables au locataire uniquement. Propriétaire uniquement. Oui, c'est ça, locataire. Vous avez raison, maître, au propriétaire de copropriété Mercredi uniquement. soir pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Évidemment, donc c'est très important. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait de la sous-location inconnue du propriétaire de l'unité. Il peut avoir des squatteurs, comme on avait dit au début. Il peut avoir évidemment un bail où il y a des problématiques diverses, comme une piquerie, du trafic de drogue, de la prostitution ou Salubrité, la salubrité, le bruit le excessif, le bruit. vol, tout ce qu'on peut voir en comportement humain. Souvent, les propriétaires ont tout intérêt à faire sortir leur locataire, mais il peut y avoir des situations où les propriétaires n'ont plus aucune prise sur le locataire ou la personne en place dans le logement et ou qu'ils n'ont pas du tout la volonté de se battre pour faire libérer l'espace. Ce qui peut arriver, c'est qu'on doit malheureusement toujours engager un avocat pour représenter le syndicat au niveau du tribunal du logement pour entamer l'ensemble des démarches. Évidemment, c'est plus facile s'il y a un travail d'équipe avec le propriétaire de l'unité. Le travail d'équipe, si toutes les forces vont dans le même sens, c'est ce qu'il y a de préférable. Et comme je vous dis, il y a certains propriétaires qui sont des corporations ou qui sont à l'étranger où le locataire, pour eux, c'est vraiment marginal dans leur vie. Donc, idéalement, comme administrateur, vous n'avez pas à subir ça. Si les dommages, les bruits, les bruits incessants, le danger pour votre propriété, c'est évident et vous avez imposé des amendes, vous avez
communiqué avec le propriétaire, vous avez fait toutes vos démarches en tant qu'administrateur ou gestionnaire. À ce moment-là, vous allez devoir engager un avocat comme Maître Laflamme-Leblond ou quelqu'un de son équipe pour évidemment faire les démarches auprès du tribunal pour pouvoir procéder à l'expulsion du locataire. Excellent. Maître Laflamme-Leblond, comment vous organisez quand vous avez un appel, soit d'un syndicat de copropriété ou d'un gestionnaire pour aider le syndicat? C'est quoi les premières démarches? Parce que j'imagine qu'on ne s'en va pas du jour au lendemain comme syndicat au tribunal déposer une demande sans avoir fait certaines requêtes de cesser le bruit, nettoyer, etc. On a nommé différentes actions qui peuvent arriver. Qu'est-ce que vous suggérez? Oui. Donc, la première étape, je vous dirais, comme dans n'importe quel dossier, que ce soit un copropriétaire qui cause des troubles ou un locataire ou même à la limite un occupant, puis j'ai vu dans les questions-réponses qu'il va y avoir probablement quelques questions sur l'occupant, qui est un espèce de personnage un peu obscur dans la dynamique du syndicat de la copropriété. C'est qu'on va débuter dans tous les cas par l'envoi d'une mise en demeure. Puis la raison est double. C'est que cette mise en demeure-là, comme toute mise en demeure, va indiquer les comportements qui sont reprochés et mettre en demeure le locataire, d'une part, de cesser les comportements, mettre en demeure également le locataire, de cesser les comportements et le locateur de faire les démarches nécessaires pour que les comportements cessent. Et à ça, on va joindre généralement, quand je dis on, c'est la pratique de notre bureau, mais je pense que c'est assez universel pour les avocats en copropriété, c'est qu'on va joindre à la mise en demeure une copie intégrale du règlement de l'immeuble, de tous ces amendements, parce que ce qu'on va vouloir faire par cette première démarche-là, c'est trois choses. La première, évidemment, c'est d'avertir formellement par un acte civil les personnes concernées qu'il y a un comportement qui cause des problèmes et que c'est ce comportement-ci et que ça contrevient aux articles X, Y, Z, A, B, C du règlement de l'immeuble. Deuxièmement, c'est qu'en joignant le règlement de l'immeuble, on va s'assurer de déclencher le mécanisme d'opposabilité prévu par la loi. Parce que le paradoxe du locataire, c'est que là où un copropriétaire est tenu de respecter le règlement de l'immeuble du seul fait qu'il est propriétaire d'une fraction, donc qu'il soit au courant ou pas du règlement, qu'il soit d'accord ou non, qu'il ait voté pour, qu'il ait voté contre, le copropriétaire est tenu de le respecter. Le locataire, lui, n'est tenu de respecter le règlement, donc le règlement lui est opposable, uniquement au moment où il y est communiqué, ce qui découle de l'article 1057. Or, tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'on n'est pas vraiment capable, comme syndicat des copropriétaires, de déterminer avec précision, un, que le règlement a été remis au locataire, et deux, que tout le règlement à jour a été remis au locataire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en joignant le règlement complet à jour à la mise en demeure, on sait qu'au plus tard, au jour de la livraison de la mise en demeure, le locataire a été dûment dénoncé du contenu du règlement et qu'il doit le respecter. D'autre part, l'article 1079 du Code civil du Québec prévoit que le syndicat peut s'adresser au tribunal administratif du logement. Là, je donne l'exemple du tribunal administratif du logement, mais ça peut techniquement être d'autres tribunaux aussi dans le cas de l'occupant ou du locataire commercial, auquel on reviendra. Mais dans le cas typique d'un appartement loué, on va parler du tribunal administratif du logement. L'article 1079 prévoit que le syndicat peut, après avoir avisé le locataire et le locataire, demander la résiliation du bail. Donc, cette exigence, après avoir avisé le locataire et le locataire, ça a généralement été interprété par les tribunaux, notamment le tribunal administratif du logement, comme signifiant qu'une mise en demeure est transmise. Donc, il nous faut, comme première étape, en tout état de cause, transmettre une mise en demeure au locataire et au locataire. Donc, on va demander au locataire de cesser les comportements et au locataire de s'assurer que les comportements cessent. Et on va aviser les deux par la même occasion qu'à défaut d'un redressement et de la cessation des comportements reprochés dans un délai X, soit 10 ou 15 jours, que l'intention du syndicat est de s'adresser au tribunal administratif du logement pour demander la résiliation du bail. Évidemment, il y a une autre démarche à faire entre-temps et c'est peut-être la plus importante. Et là, ça va sembler quelque chose de terrible à dire, mais je suis certain que beaucoup d'entre nous vont se reconnaître là-dedans. Il y a certains voisins en copropriété qui sont beaucoup plus empressés de se plaindre d'un locataire que de se présenter au jour de l'audience pour témoigner. Et malheureusement, les actions en résiliation de bail envers l'article 1079 vivent ou meurent selon la capacité du syndicat de faire la démonstration, un, que les contraventions reprochées ont lieu,
et deux, qu'elles ont un degré de sévérité suffisant pour justifier la résiliation du bail. Parce que l'article 1079 exige qu'on soit en présence de l'inexécution d'une obligation par le locataire qui cause un préjudice sérieux à un copropriétaire ou à un autre occupant. Donc, c'est sûr que le syndicat qui vient prétendre devant le tribunal administratif du logement que M. Jean Tremblay fait du bruit la nuit et cause un préjudice irréparable à M. Guy Gagné a de l'air un peu fou si le jour de l'audience, M. Guy Gagné ne daigne pas se présenter pour dire que M. Jean Tremblay le garde éveillé toute la nuit avec sa musique. Donc, c'est important de faire comprendre aux autres copropriétaires qui se plaignent qu'il va falloir que vous nous aidiez à vous aider. Parce que si l'administrateur se présente seul le jour de l'audience, puis que lui-même n'a jamais constaté les problèmes, puis agit sur la base de plaintes qui ont été envoyées par courriel, par texto, qu'il y a des manifestants en assemblée, on ne fera pas long feu. Donc, c'est important d'être bien épaulé par les autres copropriétaires parce que, comme je vous dis, c'est plus facile de se plaindre que d'agir, malheureusement. Puis c'est souvent ça un peu l'écueil principal que ces recours-là rencontrent. Merci, c'est très éclairant. Puis, effectivement, le point de dire que les gens, il faut s'assurer d'avoir des témoins pour aider la cause, parce que sinon, on risque de perdre du temps fou à aller au tribunal et sans avoir de plaignant. J'irai en rafale pour couvrir les questions pour être sûr d'avoir le temps de les faire, soit je vais diriger les questions à la personne, je pense, qui a plus de facilité à y répondre. Le locataire ne respecte pas les règlements de l'immeuble. Quels sont les recours du syndicat? Maître Laflamme. Ben, c'est un peu la même chose. Là. Si on parle bien d'un locataire dans le cas ici, donc un locataire qui ne respecte pas les règlements de l'immeuble, c'est la procédure à suivre est celle que je viens de vous présenter. Donc, la mise en demeure préalable et éventuellement le recours en résiliation de bail. Le paradoxe, c'est que si on était en matière de relations purement locataire-locataire, le locataire pourrait demander au TAL une simple ordonnance contre son locataire, disant de cesser de faire quelque chose ou se conformer au règlement de l'immeuble. Le législateur, pour une raison qu'on s'explique plus ou moins, n'a pas jugé bon de donner la possibilité au syndicat de demander ça. Donc, le syndicat peut demander la sanction ultime, qui est la résiliation du bail, mais rien de moins. Cependant, il arrive souvent, puis on l'a vu dans la jurisprudence, que le TAL va donner une dernière chance au coureur. Donc, même si le syndicat demande la résiliation du bail, le TAL va dire à la place d'une résiliation, je pense que c'est l'article 1859 du Code civil qui prévoit ça, 18 quelque chose en tout cas, il permet que le TAL puisse, au lieu de résilier le bail, donner une dernière chance, qu'on appelle l'ordonnance de la dernière chance, donc ordonner au locataire de se conformer au règlement, de cesser de faire quelque chose, à défaut de quoi la prochaine sanction sera la résiliation. Donc, le syndicat ne peut pas le demander, mais le TAL peut le faire. Donc, ça, c'est le recours quand on est face à un locataire problématique. C'est pas mal la seule voie qui nous est disponible. Quand on fait affaire avec un occupant, c'est un peu plus compliqué parce que l'occupant n'a pas de bail par définition et il faut un bail pour aller au TAL. Si on n'a pas de bail, en principe, un dossier ne relève pas du TAL parce qu'on n'est pas en présence d'un logement au sens de la loi. Donc, ça relève plutôt des tribunaux de droit commun. Donc, dès qu'il est question d'éviction, d'ordonnance et tout ça, on tombe en principe dans la cour de la Cour supérieure et tout d'un coup, le dossier vient de prendre une ampleur beaucoup plus grande que pour un locataire, ce qui est un peu paradoxal. Similairement, si on était, remarquez bien, par exemple, avec un locataire commercial au premier étage, par exemple un restaurant qui cause des problèmes, ce serait la même chose. Ce serait un cas de tribunaux de droit commun, Cour supérieure, des ordonnances d'expulsion, de résiliation de bail, et ainsi de suite. Donc, la difficulté qu'on a en pratique, c'est que c'est pas facile pour le syndicat qui ne reçoit pas une copie du bail de déterminer si la personne qui est dans les lieux est un locataire ou un occupant. Puis des fois, on se retrouve un peu à être mal pris de devoir prendre une hypothèse, puis on doit décider est-ce qu'on va au TAL en assumant que c'est un locataire ou est-ce que je vais devant les tribunaux de droit commun en assumant que c'est un occupant. Puis on le découvre un peu en temps et lieu et des fois, on se fait dire vous n'êtes pas devant le bon forum, il faut aller ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un règlement qui force la communication des baux. Ça nous permet de savoir de quel droit et de quel titre chaque personne est présente dans les lieux. Merci. L'autre question, peut-on modifier la déclaration de copropriété pour enlever le droit de location? La réponse simple, c'est oui. La réponse complexe,
c'est non. Puis la réponse vraie, c'est non, virgule, pas vraiment. OK. La raison étant la suivante. L'arrêt Kilsey de la Cour d'appel prévoit une certaine reconnaissance du caractère fondamental du droit à la location comme étant une composante du droit de propriété. C'est-à-dire que tout propriétaire a un droit fondamental de louer dans les limites de la loi et dans les limites de la déclaration de copropriété. Dans l'arrêt Kilsey, la Cour est venue conclure qu'un règlement qui encadre le droit de la location, par exemple en imposant une durée minimale aux locations, est légal, mais qu'un règlement qui a pour effet de nier complètement le droit à la location ne le serait pas. Donc, il y a eu des débats théoriques à savoir si on ne pourrait pas décider par destination de l'immeuble, donc la décision qui requiert donc un vote à 90 des voix présentes et représentées et 75 des gens, si on pourrait décider de faire un immeuble où la location serait carrément interdite. Et en théorie, on pourrait imaginer que si 100 des copropriétaires sont d'accord, on pourrait, mais ce serait un statu quo qui probablement ne survivrait que jusqu'à l'arrivée d'un nouvel occupant ou un nouveau propriétaire qui, lui, voudrait faire la location, qui à ce moment-là pourrait probablement contester avec succès une restriction complète à son droit de location. Donc, en pratique, des négations totales du droit de louer en copropriété, ça ne se voit pas et ça ne se fait pas vraiment. À titre d'autres exemples, on a eu une décision il y a quelques années, qui je pense est dans Mosca contre Tour du Château, où la Cour d'appel avait déclaré de mémoire, là, je parle de mémoire, qu'une limite imposée au nombre d'unités qui pouvaient être louées simultanément, c'est ça, on ne pouvait pas imposer une limite au nombre d'unités qui peuvent être louées simultanément. Dans ce dossier-là, c'était prévu quelque chose, un règlement comme qu'un maximum de 10 des fractions pourraient être louées simultanément, puis que si on est déjà à 10 il n'y a personne d'autre qui peut louer jusqu'à ce qu'il y en ait une qui arrête d'être louée. La Cour d'appel avait conclu que ce n'était pas conforme au principe de l'arrêt Kilsey et que ça niait de facto le droit de louer pour tous les gens qui ont eu le malheur de ne pas avoir un peu réservé leur place dès le début en louant parmi les 10 premiers. Donc, comme je dis, la réponse facile, c'est oui, en théorie, ce serait faisable, mais en pratique, non. Parce que dès que vous allez avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une restriction complète au droit de louer, donc une négation complète, quant à moi, il va pouvoir le contester avec succès. Merci. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas le propriétaire qui doit avoir l'assurance responsabilité et non le locataire. Alors, petite leçon sur l'assurance. Petite leçon sur l'assurance. Donc, oui, le copropriétaire a l'obligation d'avoir une assurance qui couvre sa responsabilité civile. Par contre, ce qui est particulier, c'est que la police d'assurance qui couvre la responsabilité civile du copropriétaire ne couvrira généralement pas l'assurance de son locataire. Puis quand on regarde, notamment l'article, je vais vous le donner exactement, c'est 1073, je pense. Je ne veux pas vous alourdir avec ça, mais le copropriétaire qui assure sa propre responsabilité civile, c'est bien. Mais si le copropriétaire n'occupe pas les lieux, que c'est quelqu'un d'autre qui y est, c'est important que cette personne-là elle-même ait une assurance qui couvre sa propre responsabilité civile, parce que si jamais, par exemple, le locataire fait une mauvaise manipulation du bain, cause un débordement de bain, ben, le syndicat pourrait essayer de s'adresser au locataire en disant tu en es responsable, mais il va recevoir la fameuse lettre type des assureurs disant ben non, c'est pas la faute de notre assuré, il n'était pas dans les lieux, c'est pas lui qui a fait déborder le bain. Puis l'article en question, là, c'est 1064.1, chacun des copropriétaires doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers, mais couvrant sa responsabilité en tant que copropriétaire, pas celle de son locataire. Donc, ce qui arrive souvent, le problème qu'on a dans les unités louées, c'est quand un locataire cause un sinistre, le syndicat ne peut pas se tourner vers le copropriétaire dans la majorité des cas. On espère qu'une récente décision qui a été rendue par la Cour supérieure, qu'on espère peut-être ouvrir la possibilité de le refaire à nouveau, mais c'est être très optimiste, là. Oui. Donc, le problème, c'est quand on essaye de s'attaquer au copropriétaire, on se frappe à un mur parce que le copropriétaire n'était pas dans les lieux, donc ce n'est pas de sa faute que le locataire a fait déborder le bain. Mais inversement, quand on s'attaque au locataire, si le locataire n'a pas d'assurance responsabilité civile puis qu'on lui réclame la franchise dans un immeuble où la franchise est à 25, 50, 100 000, on a souvent des problèmes de solvabilité. Donc, ça assure ou ça garantit une sécurité additionnelle au syndicat que s'il n'a jamais besoin de s'attaquer au locataire en responsabilité civile,
qu'il y a des poches plus profondes d'un assureur en arrière de lui qui va assurer que le locataire ne va pas simplement déclarer faillite et s'envoler du jour au lendemain. Là. Mais le locataire pas assuré pourrait être poursuivi personnellement. Oui. Puis la raison Mais, pour laquelle on recommande que le locataire soit assuré, c'est que oui, personnellement, et un peu à titre anecdotique, tous les dossiers où j'ai poursuivi un locataire pas assuré, on n'a jamais été payé. On a reçu une lettre du syndic de faillite, puis ça a fini là. Donc, c'est ça. c'est un peu dommage pour tout le monde. Absolument. Une copropriété est-elle obligée d'accepter les locataires? On l'a couvert, ça dépend de la déclaration. Oui, mais vous pouvez évidemment adopter des règles qui encadrent le droit à la location, notamment sur la durée. On en parle beaucoup quand on parle, par exemple, de location court terme. Euh, je sais que j'ai déjà fait une web radio sur le sujet de la location à court terme plus en détail, mais vous aurez compris que cette dynamique de remettre une copie du règlement de l'immeuble, donner les coordonnées du locataire au CA, c'est toutes des affaires qui ne se font pas quand quelqu'un fait du Airbnb. Là. C'est ça. La location à court terme, par défaut, c'est quelque chose qui est tellement court et rapide que j'ai jamais eu connaissance d'un copropriétaire qui, affichant son unité sur Airbnb, prenait la peine à chaque week-end de dire au CA, Monsieur Voici mon Rodriguez nouveau et Madame locataire. Ivanovitch vont venir pour samedi à dimanche. Ils vont durer 2 jours, puis leurs coordonnées, c'est ici. Wow, puis ils ont une assurance responsabilité civile. Le schème de location en copropriété prévu au Code civil est en soi à peu près incompatible avec la réalité concrète du marché de la location à court terme. C'était mon éditorial. Super. Là, le syndicat peut-il limiter le nombre d'unités pouvant être louées? On a fait le tour, je Ouais, pense. à Remosca, la réponse est non. Exact. Madame Dagenet, nous envoyons un kit de bienvenue. J'aime le terme parce on l'utilise souvent, hein, Catherine. Le Oui. kit de bienvenue, demandant aussi les polices d'assurance du copro, du locataire, s'il y a lieu, ainsi que le bail. Que faire quand le nouveau propriétaire est à l'extérieur, il ne nous répond pas ni à nos courriels, ni à une lettre enregistrée et une mise en demeure? Quels sont nos futurs recours et marches à suivre? Catherine, juste me dire, qu'est-ce que tu conseilles de mettre dans un kit de bienvenue pour un copropriétaire locataire ou copropriétaire tout court? Évidemment, l'ensemble des règlements. La déclaration de copropriété, souvent, c'est trop lourd pour que les gens la consultent. Donc, souvent, certains de mes immeubles font des manuels pour les occupants. Donc, évidemment, tous les règlements, les responsabilités, euh, les, les horaires des déchets pour la ville, si vous devez sortir vous-même vos déchets, les numéros de contact pour s'il y a un gestionnaire, évidemment, le gestionnaire responsable de l'immeuble et de son équipe. Il peut avoir également l'adresse courriel du syndicat pour les copropriétés en autogestion. Donc, il peut avoir tous les numéros de contact. Aussi, il peut avoir les procédures d'urgence en cas de feu, en cas euh, de, de sinistre par l'eau. Absolument. Il peut avoir également des ressources, des suggestions de plombiers, électriciens et autres entrepreneurs acceptés dans le syndicat de copropriété. Merci, Catherine. Maître Laflamme-Leblond, est-ce que l'envoi d'un kit de bienvenue qui ressemble vraiment à ce que Catherine a nommé avec plein d'informations dans ça, est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est défendable dans une situation qui se détériore? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que c'est pas illégal, loin de là. Je dirais que c'est au minimum, dans le pire des cas, c'est un acte de courtoisie et de civisme qu'on ne peut certainement pas reprocher au syndicat. Est-ce que ça peut satisfaire à une communication du règlement au locataire tel que prévu à 1057? Si ça reprend l'essence de la chose, j'aurais tendance à penser que oui. Cependant, c'est sûr que si on se met à reformuler, est-ce que le locataire pourrait en bon latin, gosser sur une virgule en disant on ne m'a pas remis le règlement, on m'a remis un résumé de. Oui, mais je ne penserais pas qu'un juge accrocherait. Donc, c'est sûr que ça ne peut être qu'une bonne idée parce qu'au-delà d'une question de préparer le terrain pour éventuellement tenir un locataire responsable, euh, c'est aussi une bonne façon de juste sensibiliser l'être humain parce que je demeure d'avis que souvent on a une tendance en copropriété et même comme société en général à voir les locataires comme étant des moins bons occupants que les copropriétaires, à tort ou à raison, mais ça demeure des êtres humains. Il n'y a pas personne foncièrement qui emménage dans un appartement, surtout généralement en copropriété, un appartement qui paye un certain prix en se disant que son objectif, c'est de faire suer ses voisins.
Donc, si ça permet déjà d'emblée d'établir un terrain d'entente commun, que voici les règles de vivre ensemble dont on s'est donné, ce sont les règles que nous-mêmes, en tant que voisins, on a décidé qu'on respectait l'un envers l'autre et donc indirectement envers vous, et on s'attend à ce que vous le respectiez envers nous, ça peut faire des miracles, là. Des fois, il y a des conflits de locataires qui sont purement des questions de malentendus aussi. Pas énormément, mais si on peut les écarter d'emblée, puis se limiter aux véritables cas problématiques, parce que c'est ça qui est particulier, c'est pas tous les problèmes qui résultent de cas problématiques ou de locataires problématiques. Tout à fait. Des fois, il y a juste des frictions normales de coexistence, là. Absolument. Puis je tiens à dénoter qu'on a des locataires en copropriété qui sont tellement sweet, puis on va le dire, il y a des locataires qui sont plus respectueux que des copropriétaires eux-mêmes. Fait que on généralise pas ce soir, puis vous avez bien fait d'en parler, Maître Laflamme-Leblanc, mais c'est juste qu'un copropriétaire risque de rester plus longtemps, puis la gestion du changement de locataire, des fois, c'est ce qui est un peu plus lourd. Merci. Sylvie, est-ce que le syndicat de copropriété peut demander à ce qu'un élément du bail soit respecté par le locataire? Exemple, interdiction de fumer sur les balcons. Bonne question. C'est une très bonne question, ça. Le copropriétaire locataire, est-ce qu'il peut mettre des règlements plus sévères que la déclaration de copropriété elle-même et les règlements? Okay. C'est une bonne question avec plusieurs volets de la réponse. Le premier volet, c'est que le copropriétaire ne peut pas permettre à son locataire ce que la déclaration de copropriété ou le règlement de l'immeuble interdit. Le syndicat ne peut pas restreindre davantage les droits du locataire que ne le sont eux-mêmes les droits des copropriétaires. Par contre, le copropriétaire qui loue son unité peut valablement exiger du locataire des conditions plus exigeantes que celles auxquelles il est lui-même tenu. Puis l'exemple le plus bête que je peux donner, c'est par exemple dans un immeuble où la garde d'animaux est permise, le locataire pourrait décider que lui, il ne veut pas permettre à son locataire d'avoir un chien, par exemple pour préserver ses planchers, ou simplement un chat parce qu'il est allergique, puis éventuellement il va retourner dans l'immeuble, il ne veut pas qu'il y ait de restants de poils ou de salive qui lui causent des réactions. Donc, oui, le copropriétaire peut être plus restrictif à l'égard de son locataire que lui-même n'est restreint par le syndicat. Par contre, si on prend l'exemple je vais appeler Sylvie à défaut d'un nom de famille, ce qui est particulier, c'est que si le locataire ne respecte pas une restriction qui découle de son bail, mais que cette restriction-là qui découle de son bail n'est pas elle-même prévue à la déclaration de copropriété, en principe, c'est purement une affaire privée entre le locateur et le locataire. Donc, le syndicat n'aurait pas le droit de venir s'y mêler et dire au locataire, vous ne respectez pas votre bail. Ce que le syndicat peut dire, c'est vous ne respectez pas notre règlement de l'immeuble. Mais il y a un mais à ça. Parce que souvent, si je prends l'exemple de la participante, par exemple, l'interdiction de fumer sur les balcons extérieurs, je comprends que dans son exemple, ce n'est pas interdit de fumer sur les balcons extérieurs par la déclaration, mais que ce l'est dans son bail. Généralement, on va avoir des clauses générales au règlement de l'immeuble qui prévoient que les occupants, locataires, etc., ne doivent pas causer de troubles, que ce soit par les odeurs, le bruit et ainsi de suite aux autres. Si les actions de ce copropriétaire-là, ce locataire-là, viennent à causer des troubles aux autres copropriétaires, on peut souvent se rabattre sur ces clauses plus générales. À ça, je soulignerais aussi qu'en matière de fumage sur les balcons extérieurs, il faut également consulter le cas échéant si on parle de tabac ou de cannabis, soit la loi sur le tabac, soit la loi sur le cannabis, parce qu'il y a certaines règles qui s'appliquent pour fumer à proximité de bâtiments d'un certain nombre de logements et plus. Donc, il y a différents moyens de l'adresser, mais en principe, si je prenais par exemple mon exemple des animaux, le syndicat ne pourrait pas reprocher à un locataire de ne pas respecter une condition qui est prévue à son bail, mais qui est elle-même pas prévue au règlement de l'immeuble. Même chose, si moi je suis non-fumeur, je loue mon unité puis je ne veux pas de fumeur parce que. C'est votre droit. C'est ça. Petit commentaire de mon ami Richard Dubé. Merci, Maître Laflamme. Oh, je l'ai perdu. Hop, hop, hop. Qui vous remerciait pour la clarté de vos explications. Et je vais ajouter Catherine et moi aussi, Richard. C'est ça, il dit pour votre éloquence, Maître Laflamme, merci pour votre éloquence et les précisions toujours pertinentes. Donc, merci Richard de nous écouter, qui est avec nous. Chantal, comment pouvons-nous procéder pour les occupants? C'est la même chose, Maître Laflamme? C'est la même chose, mais c'est d'abord déterminer est-ce que ce sont bel et bien des occupants, donc des gens qui occupent les lieux sans bail. S'ils n'ont effectivement pas de bail, c'est le même processus que j'ai décrit précédemment, sauf qu'au lieu de vous adresser au tribunal administratif du logement, ça va être devant les tribunaux de droit commun.
malheureusement. Donc, on parle généralement de la Cour supérieure. Ce qui est difficile un peu avec cette démarche-là, c'est quand vous ne savez pas si c'est un locataire ou un occupant. Par exemple, si vous ne savez pas c'est qui, que vous savez pas, vous n'avez pas une copie du bail, souvent, ça revient un peu à prendre une chance, ou des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des enquêtes par compagnie de filature ou autre, ou enquête de crédit pour essayer de trouver c'est qui habite là, c'est qui par rapport au copropriétaire, c'est qui par rapport au locataire, et ainsi de suite. Mais on a eu un dossier comme ça il y a déjà 3-4 ans où on avait un copropriétaire qui causait des problèmes à la copropriété. On a pris des procédures, on a pris des injonctions contre lui. Puis finalement, il a vendu son condo à sa conjointe, mais il était encore un occupant. Comme pour dire, ah, vous n'avez plus de pogne sur moi, je ne suis plus copropriétaire. Puis la Cour avait quand même prononcé des sanctions parce qu'en tant qu'occupant, il y avait une certaine responsabilité. Puis de mémoire là-dedans, qui est, je pense, l'affaire Kerb, la Cour avait même ordonné au bonhomme de ne plus venir à l'immeuble. Donc, c'était quand même assez drastique. Il me semble que c'est l'affaire Kerb, une affaire similaire. Donc, il y a des recours possibles. C'est juste agaçant parce que quand on est avec l'occupant, on ne bénéficie pas de la justice plus accessible qu'on a devant le tribunal administratif du logement, puis on doit passer dans le moulin traditionnel pour tous les recours en matière d'ordonnance, qui est la Cour supérieure, ce qui coûte un peu beaucoup plus cher, puis qui est surtout un peu beaucoup plus long. Exact. Monsieur Desroches, qui est souvent avec nous. Mise en situation en unité et la propriété d'un copropriétaire demeurant. Gabriel, je ne l'ai pas lu. Bouge pas. Peux-tu me le ramener? Ah, OK. Gabriel, retourne. Je voudrais lire le préambule. Là, j'ai perdu le fil. Bon, OK. Mise en situation, une unité Oui. est la propriété d'un copropriétaire demeurant à l'étranger et qui vient d'habiter que quelques semaines par année. Le reste du temps, l'unité reste vide ou est sporadiquement occupée par un ami ou parent de passage pour une courte ou moyenne période. Question 1. Quel est le statut de ces occupants de passage? Ce sont des occupants, donc des gens qui occupent les lieux par le consentement du copropriétaire, mais et je le déduis à la lecture de la question, là, sans avoir nécessairement un bail qui lui est signé, parce que c'est assez rare que pour ce genre d'occupation-là, on va avoir un bail de signé. Mais normalement, ces gens-là étant des occupants, ça répond un peu plus à la question 2 cette fois, là, vu que c'est un copropriétaire qui permet l'occupation de son unité, il devrait en principe, en vertu de 1065, alinéa 2 du Code civil du Québec, aviser le syndicat du nom de l'occupant, de la durée de son occupation, puis évidemment confirmer qu'il lui a remis une copie du règlement de l'immeuble, ce qui évidemment peut être souvent un peu escamoté quand on parle de quelqu'un qui, des fois, est peut-être moins impliqué au jour le jour dans la gestion de son actif. Est-ce qu'on a couvert, Gabriel, toutes les questions de M. Desroches? Il restait la dernière question, la question 3. Ah non, PS, peut-être le cas de quelques situations d'investisseurs étrangers. Donc, C'est un peu l'angle sous lequel je le regardais parce que c'est Parfait. souvent ça. C'est que les gens, par exemple, qui ont un pied à terre à Montréal ou ailleurs, qui viennent 2 semaines par année durant le festival de jazz, puis après ça, ils s'en vont. Et qu'une fois de temps en temps, ils ont une fille, un neveu, une nièce, une tante qui vient faire un tour, qui a la clé, qui est là 3-4 jours et qui s'en va. Ce sont techniquement des occupants. Ils devraient en principe recevoir le règlement de l'immeuble de la part du copropriétaire. Le copropriétaire devrait donner les avis requis par 1065. Puis en pratique, ça n'arrive pas très souvent. Merci. Maître Laflamme-Leblond parlait d'avoir plus de 75 des votes pour ajouter une pénalité. Mais si nous sommes 3 unités, le calcul se fait comment, sachant que nous n'aurons jamais le 75 exigé? Ça, c'est une belle question de maths d'avocat. Pas pour faire des parallèles avec la blague des maths d'ingénieur où pi est égal à 3, là. Mais en matière de maths d'avocat, 75 de 3, donc les 3 quarts de 3, dans les faits, c'est 3. Parce que si vous êtes 1 sur 3, vous avez 33 ben, j'assume que tout le monde a des codes parts égales dans ce scénario-là, mais à 3, ça va souvent être le cas, là. À 2, vous allez avoir généralement plus que 50 mais moins de 75. Donc, si vous voulez satisfaire l'exigence légale d'avoir au moins 75 des voix présentes et représentées en accord, le plus souvent, ça va vous prendre 3 sur 3. Mais parce que c'est 75 des voix présentes et représentées, et non pas 75 de tout le monde, s'il y a juste 2 copropriétaires qui sont présents à l'Assemblée, mathématiquement, ça pourrait être adopté malgré l'autre qui n'est pas d'accord s'il n'est pas là. Donc, c'est un peu la dynamique très
très tranche-gorge, je vous dirais, des petites copropriétés où il suffit qu'il y en ait un qui n'est pas là, puis on peut faire des miracles avec les majorités. Mais en principe, si les 3 sont là, 75 ça veut dire 3 sur 3. À moins qu'il y ait des grosses disparités dans les cas de part. OK. Dans le doute, la personne qui a posé cette question, consulter un avocat pour être sûr de ne pas passer des votes qui pourraient être contestés ou contestables. Tout à Monsieur fait. Paradis, est-ce que le locataire a les mêmes privilèges que le copropriétaire, tels que l'accès à la piscine, au gymnase ou la moto, etc.? C'est une excellente question. On a souvent comme interrogation de la part de conseil d'administration, est-ce que je pourrais, par exemple, refuser aux locataires l'utilisation du gym? J'ai étudié cette question-là dans un texte qui a été publié à l'automne et la réponse globale à laquelle j'en venais, c'est que quand un copropriétaire loue son condo, ce qu'il loue, ce n'est pas seulement sa partie privative, il loue sa fraction, ce qui inclut la partie privative, donc l'appartement, mais aussi ses droits indivis dans les parties communes. Donc, il loue l'ensemble de ses droits, donc il cède et transporte à son locataire l'ensemble de ses droits, donc y compris celui de jouir de l'appartement, mais aussi de jouir des parties communes, qu'il s'agisse du gym, de la piscine, du lave-auto, peu importe. Donc, ça implique 2 choses. Ça implique que le locataire qui loue un condo a le droit d'utiliser les parties communes au même titre que tout le monde pour la durée de son bail. Ça veut aussi dire qu'un copropriétaire qui loue son condo ne peut pas décider de traverser la rue durant la fin de semaine puis venir de se baigner parce qu'il a cédé et transporté ses droits dans les parties communes pour la durée du bail à son locataire. Donc, si le copropriétaire fait le choix de louer son appartement, en principe, il loue la totalité de ses droits également. Et pour la durée du bail, il ne peut pas décider de venir sur la terrasse, sur le toit. À moins, évidemment, qu'il possède un autre condo dans la même bâtisse, mais si c'est son seul actif, demain qu'il l'a loué, il a essentiellement renoncé à utiliser les parties communes pour la durée du bail parce qu'il a cédé et transporté ses droits au moyen du bail pour une durée de 6, 12, 18 mois, peu importe ce qui est stipulé au bail. Parfait. Catherine, excuse-moi, c'était des questions pour mettre la flamme. Fait que, Je Linda, profite de est-ce qu'il y a votre un nombre... discussion, Valérie. OK. Linda, est-ce qu'il y a un nombre maximal qu'un copropriétaire peut acheter des unités pour les louer? Seul son banquier peut le dire. Blague à part, non, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de restriction au nombre d'unités qu'un copropriétaire peut acheter. En principe, un copropriétaire pourrait acheter toutes les fractions d'une copropriété au fil des ans. Il n'y a vraiment rien qui peut l'en empêcher. Je vous dirais ça ressemble beaucoup aux circonstances qu'il y avait dans le dossier Kilsey dont j'ai parlé tout à l'heure, où M. Kilsey avait acheté plusieurs appartements pour en faire la location. Puis le débat était de savoir est-ce que ce faisant, il contrevenait la destination résidentielle de l'immeuble parce qu'il avait acheté plusieurs appartements pour les louer. Le syndicat prétendait que c'était des activités commerciales et la Cour d'appel en est venue à la conclusion que non, ce ne sont pas des activités commerciales parce que ce qu'il se déroule dans les appartements concrètement, c'est quand même de l'habitation résidentielle, juste par des locataires. La même décision, la Cour avait ouvert la parenthèse de dire c'est de la location à très court terme, style hôtellerie, ça pourrait être des activités commerciales. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'il se fait comme location plutôt que s'arrêter simplement à déterminer s'il y a de la location. Merci. Monsieur Desroches, à nouveau, est-ce que, puis je pense qu'on a bien répondu avant, mais une unité commerciale louée, est-ce qu'on peut s'adresser au TAL pour faire résilier le bail? Ça va être la même procédure, mais ce ne sera pas devant le TAL, ça va être devant la Cour supérieure. L'article 1065 s'applique-t-il également dans les cas d'une location d'un espace de stationnement? Oh, c'est une belle question, ça. Je vous dirais qu'instinctivement, ça dépendrait, pour être très, très strict quant au sens des termes, ça dépend si le stationnement est cadastré. Parce que l'article 1065 s'applique aux copropriétaires qui louent sa partie privative. Donc, si vous louez un stationnement qui est cadastré, en principe, c'est une partie privative. Donc, la réponse, ce serait oui. Par contre, il y a certaines déclarations de copropriété qui permettent la location de parties communes à usage restreint, généralement à l'intérieur même d'une copropriété, mais exceptionnellement des fois à l'extérieur. Ça, c'est plus compliqué. Je vous disais que ce serait une bonne pratique d'adopter un règlement pour l'exiger aussi. Mais en principe, du moment que votre stationnement est cadastré, 1065 s'y applique, oui. C'est vrai que c'est une excellente question. Bonne question. Mais oui. Chantal, pouvons-nous exiger assurance civile et preuve de lecture des règlements pour les occupants? Moi, je le prévoirais par règlement, puis jusqu'à ce que quelqu'un le conteste, appliquez-le. Quant à moi, on ne peut pas être contre la vertu. Cela dit, preuve d'assurance, c'est facile à fournir. Preuve
remise des règlements, c'est facile à fournir aussi si on s'y prend un petit peu méthodiquement. Preuve de lecture, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est ça. À moins de filmer le locataire qui lit, la preuve de lecture, c'est un peu plus compliqué, mais du moment qu'ils ont reçu, mettons qu'on leur fait signer une accusation de j'ai reçu les documents XYABC et j'affirme par ma signature les avoir lus, à partir de là, s'ils ne l'ont pas lu, c'est leur problème, là. Mais en principe, on est supposé lire ce qu'on signe. Donc, si on déclare qu'on a lu quelque chose et qu'on le signe, c'est notre intérêt de le lire, là. Parfait. Madame Rioux, peut-on charger des frais d'assurance additionnels, ça? La refacturation de... La question de la surprime. Oui, je cherchais le mot exact. Le jugement qui a été rendu. Ça fait une couple d'années que je ne me suis pas mis le nez là-dedans, mais de mémoire, la réponse des tribunaux, c'était non. C'était non parce que les seules circonstances qui permettent de refacturer une surprime d'assurance à un copropriétaire, c'est quand le copropriétaire cause cette surprime par ses actions, puis ça sous-entend qu'il y a soit un comportement fautif ou anormal ou inattendu. Et ce que la Cour avait dit, et là je paraphrase à très gros traits, c'est que comme la location est permise en copropriété, ce n'est pas une action fautive que de louer son unité. Et donc, s'il y a des unités louées qu'il en résulte une surprime, ce n'est pas de la faute du copropriétaire parce qu'il exerce un droit qui est légitime. Et on revient à toutes ces notions du fait que louer, c'est comme un aspect fondamental du droit de propriété en droit civil québécois. Donc, la réponse à la question de Mme Rioux, c'est non. Et là, je pousse plus loin, Mme Rioux, si c'est du commercial, même chose. Le commercial, c'est plus délicat parce que commercial, en principe, ça va déjà être prévu dans les déclarations de copropriété si elles sont bien montées. Mais si ce ne l'est pas, en principe, la réponse, ce serait non aussi. Mais d'un autre côté, si c'est de la location commerciale, c'est généralement parce que la destination de la partie privative va être déjà commerciale. Donc, ça va être une location conforme à la destination. Donc, j'aurais tendance à penser que la réponse sera non également. Là. OK. Merci. J'aimerais dire, Gabriel, on arrête de prendre les questions. Il m'en reste 5. Si vous acceptez, Catherine et Maître Laflamme, qu'on continue. Tout est fermé. OK. Parfait. Nous sommes une copropriété de 32 unités, telle que requis par la loi. On demande à tous les copropriétaires de nous fournir une copie de la police d'assurance habitation avec responsabilité 2 millions. La même demande est faite auprès des locataires par l'intermédiaire du copropriétaire locataire, qui nous transmet par la suite une copie de la police de son locataire. Est-ce légal? Non seulement légal, c'est une très bonne pratique. On est content. Oui, on est content, effectivement. C'est tant mieux. Bonjour. Quelles sont les démarches lorsque le locataire ne laisse pas le propriétaire faire des réparations dans le condo? Le locataire menace d'appeler la police si le propriétaire se présente à son logement. Quels sont mes recours? Je vais assumer que la question provient non pas du point de vue d'une administratrice, mais bien du point de vue de la copropriétaire qui loue. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de copropriété, plus qu'une question de droit locatif. Rapidement, vous avez, en vertu de la loi, puis là, je change complètement de chapitre de mon code civil, mais en principe, vous avez le droit de visiter le logement avec les préavis requis pour faire les travaux que vous pouvez estimer requis. Donc, c'est l'article 1857 du Code civil du Québec. Vous êtes tenu, en vertu de la loi, de donner un préavis de 24 heures de votre intention de visiter, c'est l'article 1931. Contrairement à un mythe bien répandu, du moment que vous donnez votre préavis de 24 heures, vous avez le droit d'entrer, que le locataire soit là ou pas. Le locataire ne peut pas exiger d'être présent pour les travaux. S'il veut être là, c'est à lui de s'arranger pour être là. Mais au-delà de ça, si vous avez vraiment un locataire qui ne veut rien savoir de vous laisser entrer, ça va être à vous, en tant que locatrice, de vous adresser au tribunal administratif du logement pour obtenir les ordonnances requises. Et pour en avoir fait un peu en début de pratique, obtenir des ordonnances du TAL qui ordonnent à un locataire de donner accès pour faire des travaux, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est simple comme bonjour, mais ça se fait souvent, puis généralement, ça se fait assez bien. Là. Si c'était le syndicat qui ne peut pas aller dans le copropriété, c'est à peu près le même début d'histoire? C'est à peu près le même début d'histoire parce que, à partir de l'article 1066, le syndicat, pas le syndicat, mais ce que 1066 prévoit, donc on est de retour dans le chapitre de la copropriété, c'est qu'aucun copropriétaire peut faire obstacle à l'exécution de travaux décidés par le syndicat, même dans sa partie privative. Et ce que le deuxième alinéa prévoit, c'est que quand la partie privative est louée, le syndicat doit donner lui-même au locataire les avis dont on vient de parler aux articles 1922 et 1931 quant aux améliorations et travaux. Donc, si le locataire refuse l'accès,
En principe, le syndicat pourrait forcer l'accès avec ses droits à la déclaration de copropriété, mais plus souvent qu'autrement, ça va prendre une ordonnance d'une instance quelconque. Oui, c'est là que ça se gâte un petit peu au niveau des coûts et des délais. Lorsque le logement est loué et Bon, on l'a couvert, Oui, on a ça, parlé de c'est la payé surprime par de la tous les copropriétaires. C'est ça. Si la copropriété choisit d'être non-fumeur, est-ce que les locataires doivent s'y conformer ou bénéficient-ils de la clause grand-père? Ah, c'est celle-là en bas, excusez-moi, je ne l'ai pas vue. Oui, Si je la l'ai pas copropriété vu. choisit d'être non-fumeur, est-ce que les locataires doivent s'y conformer ou bénéficier de la clause grand-père? Ben, d'une clause grand-père, à moins que vous en ayez prévu une dans votre règlement, ça n'existe pas par défaut. Là. C'est quelque chose qu'on inclut par notre bonne volonté dans un règlement, généralement pour acheter la paix auprès des copropriétaires fumeurs qui ne veulent rien savoir d'un règlement non-fumeur. Mais dans les faits, le règlement s'applique autant aux copropriétaires qu'aux locataires du moment qu'on lui a communiqué. Mais, mais, sachez que la jurisprudence du TAL sur la question de la fumée est très éparpillée, puis qu'on a des décisions du TAL qui ont franchement pas de bon sens, qui ont déjà déterminé qu'un règlement non-fumeur adopté par un syndicat de copropriétaires n'était pas opposable à un locataire, parce que le locataire en question était un fumeur invétéré, puis ce que le TAL a conclu, c'est que si on y interdit de fumer, dans les faits, on nuit à son droit au maintien dans les lieux, puis on le force à partir, puis ça, c'est inacceptable. C'est une décision un peu Oui, je me rappelle de ça. un peu bizarre. Ouais, vous l'avez vu dans mon texte, c'est la décision gagnée contre Bissonnette. À Oui, l'époque, c'était la Régie du logement en 2019. exact. Drôle de décision, honnêtement, mais je vais présumer que c'est une anomalie dans comment dire, dans le corpus de la jurisprudence du tribunal, mais sachez que de façon générale, la jurisprudence du TAL quant à l'opposition des règlements du syndicat aux locataires est un peu éparpillée et surprenante à certains égards. Ouais, c'est sûr que c'est pas leur day-to-day, c'est plus au niveau du logement. Ben, c'est moins pire aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Quand j'ai commencé à pratiquer En dans 2016? les temps pré-pandémiques, En 2016? il arrivait des temps où on se présentait au tribunal administratif du logement, puis le juge administratif nous demandait, vous êtes pour le locataire ou le locataire? On est pour le syndicat de copropriété, puis il nous regardait avec un air vide, genre, le quoi? Donc, aujourd'hui, au moins, surtout, tu sais, les bureaux du TAL, Grande Région de Montréal, Laval, Couronne-Nord, Longueuil, oui. Couronne-Sud, Longueuil, Québec un peu, mais du Québec, j'y vais moins, fait que je ne vais pas parler pour Québec, mais le TAL connaît un peu maintenant comment on intervient, mais quand j'ai commencé à le faire, il y a beaucoup de juges administratifs qui n'avaient jamais vu ça parce que 1079, c'était pas vraiment un recours qu'on exerçait si souvent que ça. Donc, ça nous arrivait qu'on devait amener le juge du TAL à regarder un article qui est dans une section complètement différente du code qui dit que oui, oui, j'ai le droit d'être là. Puis ça participait un peu d'ailleurs, cette non-familiarité-là avec les principes de la copropriété à des décisions du TAL qui sont au début, plus on remonte, très éparpillées, mais qui tendent à vouloir se recentrer avec le temps. Merci. La dernière question, je sais que vous devez avoir soif un petit peu. Tous nos documents, déclarations, règlements, états financiers, etc., sont numérisés et disponibles sur un serveur. Si le syndicat donne accès à ce serveur à un locataire et ou un copropriétaire, est-ce suffisant? C'est une bonne question parce que 1057, ce qu'il exige, c'est qu'un exemplaire du règlement ou des modifications lui soit remis par le copropriétaire ou à défaut le syndicat. Moi, je ne serais pas gêné comme avocat d'aller plaider que j'ai dit au copropriétaire que les documents sont ici, je lui ai dit d'aller les lire, à partir de là, ça y appartient. Mais j'ai de la jurisprudence de mémoire, puis c'est encore dans mon texte, qui semblait sous-entendre qu'il fallait lui remettre une copie physique du document. Ça fait partie, comme je dis, un peu des bizarreries jurisprudentielles qu'on a. Dans le doute, à tout le moins, les règlements, j'y enverrai soit format papier, soit par courriel, juste en attachement, parce que ce qu'il ne faudrait pas non plus, c'est que les documents qui sont plus importants pour le locataire soient noyés dans une masse de documents qui le laissent complètement indifférent. On s'entend, je comprends que l'objectif de la transparence, c'est louable, mais ton locataire moyen, les états financiers, ils s'en soucient pas nécessairement. Puis j'imagine bien la scène du locataire qui ouvre un lien OneDrive, Google Drive, peu importe, puis qui voit qu'il y a un paquet de dossiers, puis qui est comme Perdu. ça me tente pas. Puis c'est encore plus important si vous n'avez pas, par exemple, colligé tous vos règlements adoptés de temps à autre dans un seul compendium, puis que les règlements sont éparpillés à travers les PV. Je
pense pas qu'on pourrait argumenter sérieusement au TAL que le locataire aurait dû lire chacun des PV pour découvrir qu'un règlement qui a été adopté en 2013 sur un sujet X, Y ou Z, on a juste de la misère à ce que les copropriétaires lisent les PV. C'est pas le locataire qui va le faire. Là. Absolument. Et en principe, le locataire ne devrait pas avoir accès aux documents de la copropriété. C'est ça. Il peut avoir accès. Il ne devrait pas avoir accès. C'est plus dans le sens qu'il n'a pas de droit inhérent d'y accéder. Si le syndicat veut y communiquer, grand bien lui fasse. Mais évidemment, c'est la dimension de la protection des informations confidentielles qui prend une ampleur nouvelle dans un contexte où il y a peut-être une diffusion hors de la petite communauté des copropriétaires. Je vous dis, je ne connais pas énormément de copropriétés qui donnent ces accès-là à leurs copropriétaires, mais leurs locataires. Mais des fois, c'est parce que ça peut être très simple de juste partager un lien de partage général pour un dossier virtuel. Puis, dans l'absolu, est-ce que ça change quelque chose dans la vie du locataire? Probablement pas. Mais c'est pas illégal de le faire. C'est juste pas courant non plus. C'est pas requis surtout. Parfait. Merci beaucoup. On a couvert toutes les questions. Avant qu'on termine et que je vous fasse mes grands remerciements à vous deux, Maître Laflamme-Leblond, votre texte qui a été publié, qui est quand même colossal comme information, on peut le retrouver sur la CAIJ dans la doctrine avec votre nom. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est exact. Donc, d'une part, c'est exact que c'est assez colossal. Je ne planifiais pas faire un texte de cette longueur-là, mais Il y avait tellement à dire. c'est un peu le running gag quand, quand on va au développement récent, c'est que tout le temps Maxime qui se laisse aller un peu avec le texte et qui finit par faire des romans qui finissent plus. Mais oui, si vous allez sur le site du Centre d'accès à l'information juridique, donc le CAIJ, vous pouvez, à travers leur moteur de recherche qui s'appelle UNIC, UNIK, vous pouvez taper mon nom, donc Maxime Laflamme-Leblond, ou dans ce cas particulier, statut juridique du locataire. Ça va sortir normalement dans la première page des résultats. Le texte intégral est disponible gratuitement en ligne. Vous n'avez pas besoin d'acheter. Il est publié dans un petit recueil du barreau. Vous n'avez pas besoin de la version papier. Donc, la version en ligne est gratuite. Pas besoin de créer de compte utilisateur, rien. Vous y accédez, vous pouvez le lire avec les notes, les références, et ainsi de suite. Et c'est vrai d'ailleurs de tous les autres textes qui sont publiés dans le cadre des développements récents, que ce soit par moi, par Maître Papineau, Maître Julcaire, Maître Fizet, Maître Bourdelin. C'est généralement des textes plus pointus ou destinés plus à un public composé de juristes. Mais pour celles et ceux qui voudraient approfondir un peu le sujet de la location en copropriété, mon texte pourrait être un bon point de départ, en espérant que ça ne vous décourage pas trop. Moi, je pense que c'est un bon point de départ puis un bon point d'arrivée parce que c'est vraiment, je vous le dis, je ne l'ai pas lu intégralement, mais j'ai vraiment relayé, puis c'est très, très complexe, puis ça explique. Des fois, c'est bon aussi d'aller voir les jugements parce que ça rassure des fois les syndicats que leur situation n'est peut-être pas aussi grave que d'autres. Mais merci beaucoup, Maxime Laflamme-Leblond. Merci pour ta disponibilité. Merci pour tes explications. Je suis d'accord avec Richard, notre ami Richard, qui dit que tes explications sont très complexes. Catherine Pépin, toujours un plaisir. Oui, c'est ça. Catherine Pépin, toujours un plaisir de t'avoir avec nous à l'émission. Merci beaucoup pour tes conseils pour nos administrateurs, nos copropriétaires. Donc, merci à vous deux. Merci à HPDG. Je vous répète qu'ils offrent des services complets dans valeur assurable, plan de gestion de l'actif, gestion, etc. Donc, faites appel à Catherine et son équipe. Donc, merci à vous. Je vous invite aussi, avant de parler du RGCQ, je veux juste vous dire qu'il y a des fiches sur Condo Légal qui sont très complètes, qui expliquent le rôle du locataire, le rôle du copropriétaire, etc. Allez vous y référer. Merci au RGCQ. Pour ceux qui ne sont pas membres encore, on avait Richard qui était avec nous. Richard est un conseiller infogestion. Vous pouvez avoir des renseignements. Vous pouvez avoir même une consultation de 30 minutes avec des avocats comme Maxime Laflamme-Leblond et plusieurs autres. On vous invite aussi avec le code QR qui facilite, vous pouvez revisiter tous les web radios en rediffusion. Puis on est content, il y avait plusieurs personnes ce soir qui étaient là, donc c'est un sujet qui est très intéressant. Et le prochain sujet qui sera sur les déménagements en copropriété, on a encore plein de choses à raconter là-dessus et les invités sont à valider encore. Donc, vous aurez la surprise dans 2 semaines, le 23 avril, avec mes prochains invités.
Donc, merci à vous tous et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci Gabriel, merci Lancini, Maxime et Catherine. Bonne fin de soirée. Merci Bonne soirée tout le Valérie. monde. Bonne soirée à Bonne tous. soirée.